Bien, bonjour à tous. Je suis donc Dominique Iachetti. Je travaille au sein de la société CIMED. Nous sommes distributeurs de matériel contrôle qualité en radiothérapie et nous distribuons également la société anglaise Xtral, leader mondial en radiothérapie de contact. Et nous remercions tous chaleureusement le docteur Franck Darlois, qui est un des utilisateurs. Il travaille au centre Léonard de Vinci à Douai et il va nous donner un petit peu son retour d'expérience concernant son utilisation de la radiothérapie de contact. Merci, docteur Darlois. À vous la parole. Merci beaucoup. Le sujet, c'est mon retour d'expérience sur la radiothérapie de contact en 2022, alors que c'est une technique très ancienne, hein, puisqu'elle remonte à plus de 100 ans, depuis la découverte en gros des rayons X. On a commencé par traiter les tumeurs de la peau. Nous, à Douai, c'est un peu plus récent. Sur le plan historique, on a quand même une belle histoire de la radiothérapie contact, parce que notre centre douaisien, qui était en centre-ville à l'époque, on avait installé un cobalt, comme on appelait ça avant, on avait aussi un appareil de 200 kV en 1969. Et puis, on a acquis rapidement, enfin, mes prédécesseurs, ce qu'on appelait le RT50 Philips, qui permettait de traiter les tumeurs de peau et les tumeurs endorectales selon la technique de papillon, pour ceux qui connaissent. Donc, on l'a utilisé depuis les années 80 jusqu'en 2001, où il était devenu carrément obsolète. Et donc, entre 2001 et 2004, nous n'avions plus de radiothérapie de contact parce qu'on a créé le centre Léonard de Vinci sur le site de l'hôpital de Douai. Et donc, nous avons réinvesti dans des accélérateurs, hein, avec des LINAC, mono-énergie, Versa HD, j'en parlerai tout à l'heure. On a maintenant 2 tomothérapies aussi, installées en 2014-2016 et un CyberKnife installé en 2016. Et il nous manquait quand même cette technique pendant 10 ans, donc on ne l'a pas faite. Et en 2011, nous avons fait l'acquisition du Xtral 50 kV, et j'expliquerai pourquoi. Donc, je reviens juste sur les équipements que nous avons au centre Léonard de Vinci qui se situe à Douai. Je rappelle, nous sommes un centre des Hauts-de-France où nous avons un centre à Lens, à l'hôpital de Lens, dans le cadre d'un GCS avec l'hôpital de Lens. Et nous avons les 2 centres libéraux lillois, Centre Bourgogne et Centre Galilée, et le centre Léonard de Vinci qui est un peu notre maison mère initiale. Donc, à Léonard de Vinci à Douai, nous avons 2 LINAC Elekta Versa HD où nous faisons du VMAT, de l'IGRT, de la stéréotaxie et depuis 2-3 ans de la SGRT avec le système RT Vision, où on peut faire du gating et de l'inspiration bloquée, notamment dans les localisations mammaire gauche. Nous avons ce qu'on appelle, nous, le Simone, c'est-à-dire un synergie mono-énergie, donc il fait que du X 6 mégavolt, où nous faisons du VMAT, de l'IGRT et depuis quelques mois de la SGRT aussi avec le même système RT Vision pour pouvoir traiter les seins gauches. Nous avons fait l'acquisition de 2 tomothérapies, l'une en 2014 où nous traitons les ORL, les pelvis, les lombopelviens, de l'hypofractionnement aussi. Et en 2016, nous avons installé la 2e tomothérapie pour traiter les seins complets notamment, et puis des tomos directs en IMRT, les seins seuls plus ou moins boost. La radiothérapie de contact, comme je l'ai dit, a été installée en 2011 et nous avons quand même un certain recrutement parce que nous avons une certaine organisation dans notre région et on traite en gros 150 cancers de la peau. J'ai mis carcinome basocellulaire, ce ne sont pas que des carcinomes basocellulaires, mais à 80%, ce sont des carcinomes basocellulaires et surtout du visage. Le CyberKnife installé en 2016, on traite en gros 350 patients par an en stéréotaxie. Donc, on a un centre qui traite entre 1750 et 1800 patients par an au total. Et donc, cette installation de radiothérapie de contact nous a permis de libérer de la place sur nos accélérateurs. Alors, ça, c'était en 2011. Depuis, il y a l'hypofractionnement qui est arrivé, donc on a encore plus de place. Mais on a continué la technique parce qu'elle rend vraiment service aux patients, parce que pour finir, c'est un traitement simple et efficace. Après, nous, on avait un historique depuis les années 70 et on peut vraiment traiter tous les patients, qu'ils soient en brancard, assis en chaise, sans les manipuler de trop.
Alors, voilà la machine qui est assez simple pour finir, hein. C'est du 50 kV uniquement. Alors, pour des raisons au départ de radioprotection et d'ASN, je vais y revenir. Nous avons à disposition ici des diamètres qui vont de 2 à 8 cm. C'est du 50 kV avec de filtres d'1 mm d'aluminium. Le débit est à 350 centigrés minute. Et les calculs faits par nos aides physiciens et physiciens. Il y a d'ailleurs Bastien de Requener qui est avec moi derrière moi là, et qui s'occupe pas mal de la machine et qui est PCR. Si vous avez des questions, il pourra y répondre facilement, enfin, je l'espère. Vous voyez que le rendement en profondeur, ben, on a 80% de la dose à 4 mm avec le 50 kV. Le 30 kV, on l'a, mais on ne l'utilise jamais. Ça, c'est le constructeur qui nous donne de façon automatique ces constantes et on n'y touche quasiment jamais. Je crois qu'on n'y a jamais touché d'ailleurs parce qu'on en est très satisfait. Donc, on travaille avec ce débit et ce filtrage. Alors, l'installation en 2011 a été quand même plus compliquée que prévu parce qu'à l'époque, les instances, l'ASN, l'ARS ne connaissaient pas bien la technique et il n'y avait que 10 machines en France. On était la deuxième de la région avec le centre Oscar-Lambray. Et du coup, ils nous ont donné un dossier ASN type accélérateur. Donc, ça a été très compliqué à leur faire comprendre que ce n'était pas un accélérateur. Mais depuis, ils ont compris et maintenant, il y a un dossier spécifique qui est quand même beaucoup plus simple pour pouvoir installer ce type de machine en France. On va y revenir, mais il faut quand même des locaux spécifiques pour des problèmes de radioprotection avec un pupitre fermé, c'est l'idéal. Où nous, on n'a pas vraiment un pupitre fermé, mais on a des capteurs qui nous empêchent de passer une certaine ligne, sinon la machine s'arrête. Là, j'ai mis l'installation annoncée par Xtral, c'est 2 jours. L'acceptance, une demi-journée. Commissioning physique, 2 jours. Je parle sous le contrôle de Bastien. Et les sécu, il y a quand même des sécu machines de 2 à 3 heures par mois. La formation Xtral pour manipulateurs, médecins et physiciens est de l'ordre de 2 jours. En tout compris, hein. Le physicien, moi je me souviens, c'était à peine une demi-journée, mais ça suffit largement, hein, parce que la machine est, pour un médecin, elle est assez simple d'utilisation. Alors voilà, là, ça le plan de la zone où nous utilisons la radiothérapie de contact avec le pupitre et les capteurs qui est ici, donc on ne peut pas mettre un pied derrière, sinon la machine s'arrête. La tomo est juste derrière. Et je pense que j'ai une autre diapo. Voilà. Là, ça, c'est la salle de radiothérapie de contact qui est assez grande parce qu'on a pris une salle existante qui est de 25 mètres carrés. On n'a pas besoin d'autant. Par contre, le pupitre vide plombé, cloison plombée, porte plombée. Bon, donc ça a été demandé à l'époque par l'ASN et ça l'est toujours d'ailleurs. Et à l'époque, on n'a pas voulu compliquer l'affaire, donc on a pris que du 50 kV. À l'usage, c'est vrai que le 80 kV, c'est pas mal aussi pour les tumeurs un peu plus épaisses, pour le rendement en profondeur qui est un petit peu meilleur. Donc, notre prochaine machine, on va essayer d'avoir les deux énergies, 80 kV et 50 kV, pour pouvoir traiter un peu plus de tumeurs et de ne pas passer systématiquement en électrons. Quoique les électrons, ça reste quand même assez peu fréquent. En gros, on fait une dizaine de traitements en électrons par an, hein, pas plus. Alors, au niveau de l'organisation médicale pour les tumeurs de la peau, à Douai, depuis très longtemps, on a mis en place des réunions de concertation pluridisciplinaires. Il y en a une à Douai et une à Lens par mois. On avait fait à l'époque une lettre d'information aux dermatos pour les prévenir qu'il y avait cette RCP. On a un médecin un dermatologue qui est référent de ces RCP et donc il reçoit, il regarde si on présente le patient, si on convoque le patient. Le plus souvent, on est en présentiel avec le patient, c'est quand même plus sympathique de voir vraiment la tumeur en dermato. Je vais revenir sur les indications de la RCP, mais depuis le début, nous, on prend en RCP les carcinomes basoculaires de mauvais pronostic, qu'ils soient sclérodermiformes, les récidives, ou les carcinomes basoculaires qui nécessitent une discussion, donc les localisations périorificielles, ou alors avec des comorbidités. Et puis enfin, les épidermoïdes, ça passe en RCP, lèvres, oreilles, et les tailles supérieures à 2 cm. Bon, et puis évidemment, les Merkel ou les choses comme ça, les choses plus exceptionnelles passent en RCP. Pour les indications de la radiothérapie de contact, dans 99,9%, il nous faut une confirmation histologique.
Maintenant, c'est même marqué dans le référentiel, on va y revenir. Donc, en gros, on traite les basos et les hyperdermoïdes avec risque ganglionnaire faible en radiothérapie de contact. Sinon, on passe sur une radiothérapie plus classique avec irradiation adjuvante des aires ganglionnaires, au moins homolatérales. Ça peut être aussi le choix du patient qui refuse la chirurgie. Et puis, là, il y a des lésions inopérables en raison de l'état général du patient. Souvent, ce sont quand même des patients âgés qui ont des comorbidités. Et les localisations périorificielles, là, maintenant, avec l'expérience qu'on a, nous, on travaille avec un chirurgien plasticien qui me dit à chaque RCP, écoute, vous avez de meilleurs résultats esthétiques, prends-le en radiothérapie de contact. Donc, et puis, quand c'est des réparations difficiles, je pense que le chirurgien laisse la main, ce qui n'est pas le cas partout. Mais ici, à Douai, on travaille quand même depuis 10-12 ans ensemble et il a appris à connaître la radiothérapie de contact. Alors, les référentiels qui sont assez récents, c'est des Hauts-de-France, avec le réseau régional. Donc, les épidermoïdes, d'abord, l'idée, c'est de donner des critères cliniques et histologiques de bons ou de mauvais pronostics pour présenter ou pas le patient en RCP. Alors, les mauvais pronostics, bah, c'est la récidive locale, l'adhérence au plan profond, des signes neurologiques d'envahissement, la taille tumorale, la localisation de la tumeur aussi, tout ce qui est zone périorificielle, le cuir chevelu. Bon, il y a plein de choses. Les critères histologiques, l'invasion périnerveuse, le degré de différenciation, la profondeur d'invasion, l'épaisseur. Ça, je parle des épidermoïdes. Donc, on arrive à mettre deux groupes, aucun facteur de mauvais pronostic et au moins un critère de mauvais pronostic. Dans aucun critère de mauvais pronostic, le traitement est codifié. C'est un risque faible, mais il passe quand même un RCP pour au moins validation, avec un enregistrement simple. Par contre, dès qu'il y a un critère de mauvais pronostic, là, c'est discuté en RCP. Une fois que c'est discuté en RCP, c'est pour décider du traitement. Et là, pareil, on essaie de trouver des facteurs pronostiques. Donc, quand on se retrouve dans le groupe 1 de bons pronostics, entre guillemets, c'est chirurgical de toute façon avec des marges de 4 à 6 mm. Et dans l'autre groupe de mauvais pronostics, c'est aussi chirurgical avec des marges un peu plus importantes de 6 voire 10 mm, voire contrôle extemporané, ça arrive. Par contre, en cas de chirurgie non réalisable, biopsie indispensable, ça j'en ai parlé, mais on discute à ce moment-là de la radiothérapie et notamment surtout en 1 qui vient tout de suite, c'est la radiothérapie de contact. Par habitude aussi locale. Hein. S'il y a des gens qui font de la curie, évidemment, dans une lèvre, on fait de la curie. Mais voilà, c'est surtout la radiothérapie de contact qui vient en cas de contre-indication chirurgicale. En cas de situation post-opératoire, il faut bien que la pièce soit bien orientée. Le compte-rendu, il y a tous des critères de compte-rendu. Et en cas d'exérèse incomplète ou de marge insuffisante, en 1, c'est la reprise chirurgicale. Mais c'est discuté en RCP parce que des fois, ce n'est pas possible. Et donc là, on discute d'une radiothérapie adjuvante, au moins du lit opératoire, voire des aires ganglionnaires de drainage, ou alors on fait une contact thérapie exclusive, notamment pour les tumeurs périorbitaires. Donc là, on n'irradie pas les aires ganglionnaires de façon adjuvante. Et là, on se sert de la radiothérapie de contact. En cas de tumeur de mauvais pronostic, les tailles de plus de 2 cm, engainement périnerveux, épaisseur et niveau de Clark. Là, on est plutôt sur une radiothérapie adjuvante du lit opératoire et des premiers relais ganglionnaires, surtout s'il n'y a pas eu de curage ganglionnaire. Mais vous voyez, la radiothérapie de contact a encore sa place, même en post-opératoire, dans les carcinomes épidermoïdes. Pour les basocellulaires, ce qui nous concerne, donc, comme je l'ai dit, dans plus de 80 à 85% des cas, pareil, même principe pour nos protocoles de référence, c'est-à-dire qu'on définit des facteurs pronostiques à la fois cliniques et histologiques avec des bas risques, des risques intermédiaires et des hauts risques. Et en fonction, on a donc 3 groupes pronostiques qui sont définis comme vous pouvez le voir, avec les mauvais pronostics, les sclérodermiformes ou les formes mal limitées, les formes histologiques agressives, les récidives, les nodulaires supérieurs à 1 cm. Les bons pronostics, c'est tous les carcinomes basocellulaires superficiels, les nodulaires de moins d'1 cm et les nodulaires de moins de 2 cm dans les zones à bas risque, tronc et membres notamment. Et l'intermédiaire, bah, c'est ce qu'il y a entre les deux. Donc, à partir de là, on présente en RCP. En première intention, de toute façon, quel que soit le pronostic pour finir, ça reste la chirurgie, avec les marges qui diffèrent.
en deuxième intention, quel que soit le pronostic pour finir, que ce soit bon, intermédiaire ou mauvais, la radiothérapie arrive tout de suite. Alors, on a rajouté dans la région la cryochirurgie, qui n'est pas une cryothérapie, c'est une vraie cryochirurgie. On applique vraiment du froid avec des applicateurs. Alors, on l'utilise surtout dans les bons pronostics, c'est-à-dire les tumeurs très superficielles. Et nous, on laisse quand même plutôt la place à la radiothérapie de contact. En cas d'exérèse incomplète, pareil, quel que soit le pronostic, ça reste quand même la chirurgie. Donc, reprise chirurgicale quand on peut. Si on ne peut pas, eh ben, ça reste la radiothérapie, notamment, surtout la radiothérapie de contact dans les basocellulaires, parce que là, on n'irradie jamais les aires ganglionnaires adjuvantes dans les basocellulaires, puisque comme vous le savez, les basocellulaires ne métastasent quasiment jamais. En cas de récidive, plutôt la chirurgie. Toujours, de toute façon, la chirurgie vient toujours en 1 dans tous les référentiels. Et en deuxième intention, c'est la radiothérapie. Après, il y a d'autres techniques, notamment dans des tumeurs, des épithéliomatoses, voilà, et donc là, il y a des traitements médicaux qui sont venus, et il y a même aussi dans les superficielles la photothérapie dynamique, qui peut être une belle méthode, mais qu'on utilise, nous, c'est au CHRU de Lille. La surveillance, c'est une fois par an pendant au moins 5 ans et au mieux à vie. Alors la synthèse, quand adressée en RCP, bah, c'est les carcinomes basocellulaires pour lesquels l'exérèse chirurgicale doit être mis en balance avec d'autres traitements. Les localisations périorificielles, le nez, les paupières, les comorbidités, la multiplicité des sites tumoraux. Après, si le référentiel est difficilement applicable, notamment pour les basos de mauvais pronostic, les sclérodermiformes ou les formes mal limitées, et ben là, on présente aussi en RCP. Et alors, nous, ce qu'on aime en RCP, c'est les photos, évidemment. Il faut faire un maximum de photos. Ça nous aide notamment en RCP et ça nous aide aussi pour le futur traitement. Alors, c'est une photo que j'avais faite à l'époque. C'est pas un canthus, mais presque. En tout cas, c'est une mauvaise localisation chirurgicale. Donc, la tumeur est ici et je prends mes petites marges, en gros de 5 mm, pour mettre l'applicateur. Hein. Là, pareil, une pointe donnée, même principe. Je dessine la tumeur avec mes marges de sécurité, avec des résultats assez excellents. Ça, c'est une paupière inférieure assez évoluée, enfin assez étendue, on va dire. Pareil, traité en radiothérapie de contact, avec une anesthésie locale par goutte dans l'œil, et on met un plomb dans l'œil qui permet de protéger l'œil. Et c'est parce que c'est la seule éventuelle complication dans ce type de radiothérapie. C'est l'œil quand on traite une paupière, mais avec un plomb qui fait quelques millimètres d'épaisseur, on protège à 98% l'œil. Donc, on a de temps en temps une conjonctivite, mais rien de méchant, on n'a même pas de cataracte à long terme. Alors, il n'y a pas de soins dentaires, je préfère le dire, parce que j'ai un malade qui m'a quand même attaqué parce qu'il avait des chicots et il a mis en cause la radiothérapie de contact pour une paupière guérie. Bon, c'est en cours, mais il n'y a pas de soins dentaires systématiques. Enfin, en dehors de s'il a des chicots, ben, il faut qu'il se fasse traiter, mais ce n'est pas en rapport avec la radiothérapie de contact, qui reste quand même très, très localisée là où on traite. C'est-à-dire que la dose, du coup, on avait fait une étude dosimétrique avec Bastien, et la dose à la cavité buccale, quand on traite une paupière, c'est l'équivalent d'un scanner, quoi. D'un scanner, la dose d'un scanner, mais en 5 semaines. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose. Donc, les non-indications, parce que j'aime pas dire contre-indications, parce que justement, on discute, parce que ça reste dans tous les livres, c'est l'âge de moins de 60 ans, pour moi, c'est pas une contre-indication, parce qu'il y a des localisations de points de données, de canthus, de ailes de nez aussi, qu'on traite en radiothérapie de contact avec d'excellents résultats. Les sclérodermiformes, classiquement aussi, ben là, on prend une marge plus importante. Là, je prends une marge de 1 cm. Dès qu'on passe sur une épaisseur plus importante, on passe en électron. Les cartilages, il faut se méfier. Moi, je dis toujours non, sauf vraiment quand le chirurgien insiste grossièrement. Là, je traite en prévenant le patient d'un risque de chondrite. Et les extrémités, même principe, je dis toujours non, sauf quand le chirurgien insiste. Mais là, franchement, mon expérience me dit qu'on a vraiment de mauvais résultats pour traiter les extrémités, que ce soit donc les mains, les doigts ou
les pieds ou même la jambe, à chaque fois, j'ai pas eu de bons résultats. Alors que l'oreille, j'ai eu des bons résultats, mais la première indication, c'est quand même chirurgical. Par contre, les contre-indications classiques, c'est les syndromes génétiques, la névomatose basocellulaire, le xéroderma pigmentosum, les polyépithéléomatoses, ça, il n'y a pas de problème, c'est une contre-indication à la radiothérapie, notamment la radiothérapie contact. Le fractionnement, ben, il est très variable. On voit de tout dans la littérature. Alors moi, je me suis basé à l'époque en discutant avec Xavier Mirabel du centre Oscar Lambré, qui m'a donné ces fractionnements et je les utilise toujours et ils marchent très bien. Le classique pour moi, c'est le 45 grés en 15 séances pour le baso et 3 séances par semaine, un jour sur 2. Ça marche très bien. On a de bons résultats, vous verrez plus tard, juste après, et surtout, on a de bons résultats esthétiques. Ensuite, j'utilise le 45 grés en 10 séances, qui est un peu plus violent, on va dire, mais ça va, il passe bien en 2 séances par semaine, voire 3 séances par semaine, une semaine sur 2, chez les patients plus âgés, plus fragiles. Ça passe très bien. Le résultat esthétique à plus long terme est un peu moins bon. Dans les épidermoïdes, soit je fais le 45 grés en 10, soit le 51 grés en 17 séances et 3 séances par semaine. L'intérêt de cette méthode de radiothérapie de contact, c'est qu'il n'y a pas de dosimétrie. Et puis, on adapte en fonction de la taille tumorale, des comorbidités, de l'état général, parce qu'on voit de tout. Des fois, ça peut aussi être du palliatif chez un patient grabataire qui saigne, et on peut faire 8 grés en une seule séance. Ça nous est déjà arrivé. Les résultats, alors les marges, j'en ai parlé, c'est 5 mm pour les basos en gros, et sclérodermiformes et épidermoïdes, c'est 10 mm. Et alors on avait refait notre série sur quelques années, et on était à un contrôle local assez excellent, 95 à 97% de contrôle local, et les quelques pourcents qui avaient récidivé, on les rattrapait par chirurgie. Les résultats esthétiques, d'après le patient et d'après les dermatos, étaient excellents. Alors, comme je le disais, c'est fonction de la dose totale et du fractionnement. Avec le 45 grés en 15 séances, franchement, les résultats esthétiques sont excellents. La surveillance, suivi dermato à 6 mois et au moins une fois par an pendant 5 ans, et au mieux à vie. Ça, c'est ce qu'on fait classiquement. Là, j'ai repris une photo. C'était donc le canthus chez une femme jeune de moins de 60 ans. Donc, je l'ai irradié. J'ai fait le 45 grés en 15 séances avec un excellent résultat esthétique. Elle est guérie depuis des années et elle est contente. Donc, en conclusion, la radiothérapie de contact pour moi est un traitement simple, efficace, au coût faible. Pour info, on a eu une visite de la CNAM il y a quelques années pour voir un peu les techniques de radiothérapie avec le CyberKnife, la tomothérapie et tout. Et ils connaissent très bien la radiothérapie de contact et ils s'émeuvent que les centres de radiothérapie en France n'investissent pas parce que pour eux, ça coûte vraiment pas cher et c'est efficace. C'est vrai que le traitement pourrait être valorisé parce qu'il est à 382 €, je crois, pour tout le traitement, tout compris. Bon, contrairement à un traitement en électron qui est de plusieurs milliers d'euros, pour finir. Ça nous réduit quand même les délais sur nos accélérateurs. Donc, on a traité plus de 1500 localisations, des récidives locales 3 à 5%. La radioprotection, il faut prévoir une salle quand même dédiée. Les sécu sont quand même relativement simples et j'avais repris le temps qu'on passe à la radiothérapie de contact. Alors, en RCP, c'est en gros 6 heures par mois pour me concernant moi. Des consultations dédiées, c'est 2 à 3 heures par semaine, donc ça fait 18 heures par mois. Les manipulateurs, c'est 25 à 30 heures par mois, donc c'est en gros c'est 10 minutes plus la mise en route, en sachant que l'ASN nous avait un peu ennuyé en disant c'est une machine de radiothérapie, donc il faut 2 manipulateurs, comme sur les Linac, et on avait quand même réussi à leur faire comprendre qu'un seul manipulateur suffit, à condition que le médecin aille faire la mise en route et s'il y a un moindre changement de technique, le médecin y va. Et on a la même, on va dire, système qualité pour la radiothérapie de contact que sous l'accélérateur. Nous, on sert du RT-Flow, donc on valide étape par étape les étapes de la radiothérapie de contact. Pour le physicien, c'est en gros 6 heures par mois. D'abord, il doit vérifier la prescription lors de la mise en route et du traitement et surtout le contrôle qualité mensuel. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Eh bien, merci beaucoup, docteur Darlois, pour ce brillant exposé vraiment très didactique et très synthétique. Donc, si messieurs, mesdames, les participants ont des questions, vous pouvez taper dans la zone réservée aux questions.
et Monsieur Darlois vous fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas, c'est gratuit. Bien, apparemment, Dr Darlois a été tellement clair et tellement explicite que bon, il n'y a pas de questions. Écoutez, tant mieux, je suis à disposition même pour en reparler, parce que c'est une technique qui n'est pas très connue pour finir, hein. On en parle dans les livres, à chaque fois c'est en fin de chapitre, mais c'est une technique qui est efficace. Alors, ça revient d'ailleurs un petit peu dans les tumeurs de la peau, mais aussi je vois, après cette semaine, il y a la SFRO et il y a le professeur Gérard qui va nous reparler de la radiothérapie endorectale Oui. pour la conservation anorectale des cancers du rectum. Et ça, c'est une technique qui marche bien, qui date de son maître, le professeur Papillon à Lyon. Oui. Voilà, donc c'est des techniques anciennes, mais qui fonctionnent très bien. C'est vrai, technique simple, comme vous dites, efficace, et effectivement, les coûts sont quand même réduits par rapport au traitement conventionnel. Ouais. Bien, bah, Alors, écoutez, il faut merci. quand même former ces manipulateurs. Oui, voilà. Ouais. Bien, donc s'il n'y a pas de questions, il ne nous reste plus qu'à remercier le docteur Darlois pour son temps et également vous, les participants, pour votre temps durant cet exposé. Merci à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Donc, et nous, en tant que CIMEN, nous sommes à votre disposition pour vous apporter également des informations. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir.